bienvenue dans Classico, l'émission foot de Radio J que les fans du classiqueur allemand nous envient. Merci de démarrer la soirée avec nous et nos chroniqueurs du soir. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Avocat en droit social, on me dit que tu es très remonté ce soir contre la direction olympique de Marseille. Très remonté contre la direction olympique de Marseille, très remonté contre toi aussi, tu vas voir, malgré le fait que hier c'était ton anniversaire. Donc on peut le dire à la France entière, Steve a eu 37 ans hier. Merci de le rappeler. Bonsoir Alexandre Darmon. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Journaliste, tu veux me souhaiter bon anniversaire aussi? Bon anniversaire. Merci. Et c'était l'anniversaire de notre invité il y a quelques jours. C'est vrai. Non, on ne sait pas qui est l'invité du soir pour l'instant. Journaliste et youtubeur Alex. Alex, comment s'est passé ton week-end de foot? Très bien, et moi je suis très remonté contre l'entraîneur, pas contre la direction, tu vois. Lequel? L'entraîneur de Marseille qui s'en va, Nasser Largué. Nasser Largué, tu vas nous le dire dans quelques instants. Et puis, le dernier membre du Carré Magique ce soir est le rédac-chef de SoFoot. Salut Javier Prieto Santos. Salut Steve, salut à tous et à toutes évidemment. Merci d'être avec nous et bon anniversaire avec quelques jours de retard. Merci beaucoup. Le nouveau SoFoot qui consacre sa une à Jacques-Henri Hérault, l'ex-président de l'Olympique de Marseille, qui vous a accordé sa dernière interview en tant que président de l'OM avant de rejoindre le conseil de surveillance. Tu nous diras tout à l'heure comment vous avez obtenu cette interview. Est-ce que tu en as retenu? Vous pouvez nous écouter sur radioj.fr, nous regarder sur la page YouTube de Radio J. On compte sur vous pour liker, partager et commenter pour soigner notre référencement. Pas vrai Alex? C'est complètement ça. Merci beaucoup Alex. Tu as fait toute ta vie, on a l'impression. Classico épisode 22, c'est parti et ça démarre mal. Il n'y a pas de mots. On a fait de la merde et il faudra payer. Faudra payer. Boubacar Camara littéralement dégoûté après l'élimination hier soir de l'Olympique de Marseille en 16e de finale de Coupe de France. Les Olympiens se sont fait piéger par Canet-Roussillon qui passe ce week-end en National 2. Alors messieurs, après Carquefou et Quevilly, Canet est-il entré hier soir dans la légende noire de l'Olympique de Marseille? Benjamin. Est-ce qu'on peut inverser le fonctionnement de l'émission et commencer immédiatement par un coup de gueule? C'est possible? C'est possible. Bon, merci. En fait, avec Marseille, on croit qu'on touche le fond et finalement, on se rend compte que le fond est encore plus profond que ça. Hier, c'était absolument pathétique. C'est même pas tant le résultat qui est pathétique, parce que des surprises en Coupe de France, on en a déjà vu et on en verra encore. C'est la manière? C'est la manière et c'est aussi tout ce qui s'est passé cette semaine. Moi, j'ai été insupporté de voir... la visite présidentielle de McCourt, venir 3 jours, serrer des paluches à toute la ville, promettre la Ligue des Champions encore aux gens. Mais c'est se foutre de la gueule du peuple marseillais. Mais je ne sais pas si le peuple marseillais nous écoute, mais c'est se foutre de la gueule. Sans investir. C'est se foutre de la gueule du peuple marseillais. T'es même pas foutu de battre Canet en Roussillon en Coupe de France et tu promets encore la Ligue des Champions à tes supporters. Mais c'est une honte. T'as été ridicule cette année en Ligue des Champions. Quasi ridicule en championnat de France. Non, ça c'est pas vrai. Quasi, j'ai dit. Non, ridicule en Coupe de France. La preuve. Il n'aurait pas dû venir la semaine dernière à Marseille. Il était temps qu'il vienne. Bon sang, c'est un président de club dans lequel c'est le feu. Mais putain, mais viens. Qu'est-ce que tu lui reproches? Je lui reproche de pas être là. Je lui reproche de mettre des gens incompétents qui sont pas à leur place et de pas venir. Il voit pas que sa maison brûle. Bah, il est venu 3 jours. Mais fallait venir avant. Il faut rester. Mais attends, il est venu 3 jours. C'est un club dans lequel il a mis combien? 200 millions. Ça mérite de rester plus que 3 jours et de venir un peu avant. Alex? Non, mais c'est honteux. Merci. Intervention de Louis. Merci Louis. Non mais il a raison. Évidemment que j'ai raison. Non mais oui, ok, calme-toi. Non mais t'as raison. Mais après, je veux bien le président, tout ce que tu veux, mais le président, jusqu'à preuve du contraire, il est pas sur le terrain. Il est pas au bord de touche. C'est l'actionnaire d'abord. Non mais l'actionnaire, président, qui tu veux. Hier, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas d'équipe de l'Olympique de Marseille. Tu nous défendais Nasser Largué depuis des semaines. Je vais continuer à faire. Franchement, on va parler de Javier. Non mais attends 2 secondes. Parce que moi, je veux bien qu'on reproche au président et qu'on reproche aux joueurs. Mais franchement, il y a un entraîneur qui n'est pas au niveau au bord du terrain. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, quand on regarde le bilan comptable, depuis qu'il est là, il a rien apporté à Marseille, il n'y a aucun fond de jeu. Et ce que je disais la semaine dernière se confirme, quand un entraîneur de formation, c'est très important et c'est un vrai métier, mais je suis désolé, quand t'es à la formation, t'es pas là pour gérer des stars. Et hier soir, il a montré ses limites. Voilà. Javier Prieto Santos. Oui. Ce match, cette élimination de l'Olympique de Marseille. Très sincèrement, j'ai pas Eurosport, donc je vais pas regarder. je vais être très honnête avec vous. Mais le résultat, Canet-Roussillon, en tout cas, m'a complètement surpris. Le résultat, on s'attendait pas à ça. Avec de beaux buts en plus. Avec des beaux buts, mais de ce que j'ai pu en voir, le résumé. J'ai l'impression que Marseille a même pas existé et donc c'est ça qui est inquiétant. 2 occasions de l'OM. Il y a 2 tirs pour l'OM contre une D4 qui n'a pas joué l'année, voilà. Qui n'a pas été préparée. Donc franchement, c'est alarmant. J'ai l'impression que les joueurs ont complètement lâché l'affaire pour cette saison. On a l'impression qu'ils veulent repartir d'une page blanche. Ils ont lâché la saison, ils ont lâché la compète, la Coupe de France. Je pense qu'ils ont lâché complètement la saison, moi. Déjà. Ouais. Quand on
voit. Après, évidemment, je suis d'accord avec vous sur Nasser Larguet. C'est formateur et entraîneur, c'est autre chose. Donc, moi aussi, ça m'a un peu agacé le fait qu'on dise oui, Nasser Larguet a tranquillisé l'équipe, il a ramené un peu de calme. Oui, très bien, mais en fait, c'est pas du calme qu'il fallait, c'est du jeu, c'est des automatismes, c'est du dynamisme. Et moi, quand je joue à Marseille, j'ai l'impression que les joueurs sont complètement déprimés et qu'ils ont envie que la saison se termine maintenant. C'est pas forcément l'impression qu'on a eu ces dernières semaines en voyant les déclarations sur le terrain. Moi, je suis pas d'accord. Un peu de contre Lyon, tu t'es levé de ta chaise, toi. Non, mais en tout cas, je les ai vus, ils étaient engagés. Ils ont fait un match de foot. Ils jouaient, il y avait du physique. Hier soir, c'est une catastrophe. Et hier soir, je sais pas ce qui se passe. Mais il faut réfléchir, Alex. Pourquoi justement? Non, mais c'est vrai. Non, mais pourquoi? Non, mais ce que tu dis, et pour une fois, tu vois, c'est vrai. Moi, je suis pas d'accord avec les autres membres du Carré Magique sur l'intérêt, l'apport de Larguet. Je trouve qu'il a amené une sérénité. C'était intenable quand il y avait AVB à la fin. Il y avait trop de pression négative. Il a relancé Payet aussi. Il a arrêté comment dire? Il a arrêté la série de défaites. Il a arrêté la série de défaites qui était. Vous trouvez que Payet fait un bon match hier? Attends, écoute. Pas hier, mais c'est depuis que Larguet s'est installé sur le banc, ça va mieux. Il a sorti des jeunes qui n'ont pas été inintéressants. Dieng, c'était pas inintéressant. Dieng, chaque semaine, tu vas nous sortir. Excuse-moi, Dieng, Kaoui, Luis Enrique, c'était pas inintéressant. Je suis désolé. Kaoui, c'est pas un jeune, mais Kaoui, effectivement, un joueur qui joue plus. C'est pas inintéressant. Larguer, le truc, c'est que il a un côté solaire, il est souriant, il a un joli petit bouc bien taillé, il est bronzé. On a envie de lui faire confiance. Il vous raconte n'importe quelle histoire, ça passe. Mais en vrai, il y a un moment donné où il y a un plafond de verre et c'est la compétence. La compétence, c'est pas d'être entraîneur, c'est pas de gérer des stars. Je n'irais pas dire des stars parce que je considère qu'il n'y a aucune star aujourd'hui à l'OM. Exactement. Mais gérer des pros, c'est autre chose que de gérer des jeunes et de leur apprendre un métier. Mais là, le plafond de verre, c'est la compétence de Larguet ou c'est les compétences? Le plafond de verre, c'est la compétence de Larguet et c'est aussi la compétence de l'équipe. Bien sûr. Moi, je trouve que l'OM est à sa place. Quand vous voyez l'effectif, je peux vous citer 5-6 clubs en France qui ont un meilleur effectif que l'OM et un meilleur 11. Donc tout simplement, il n'y a pas de scandale que l'OM soit dans le ventre mou du championnat. Ils ont surperformé l'année dernière dans une saison qui s'est arrêtée à cause de la pandémie. Cette année, ça a bien démarré, mais tout le monde s'attendait à ce qu'ils ne fassent rien en Ligue des Champions. C'est malheureusement ce qui s'est passé. Donc moi, il n'y a pas de scandale à part Canet-Roussillon. Effectivement, là, on se dit ils sont déprimés, mais en temps normal, ils auraient dû passer avec Larguet ou avec un autre entraîneur, peu importe. Mais je trouve qu'aujourd'hui, l'OM est à sa place en championnat. Alors là, c'est une contre-performance, c'est une grosse erreur professionnelle, c'est un accident industriel, tout ce que vous voulez, mais ça ne se reproduira plus avec le nouveau pensionnaire du banc de touche marseillais. Je pense. Jorge Sampaoli. Alors on va écouter maintenant l'avis d'un supporter marseillais. Bonsoir Jérémy. Il est encore là. Bonsoir. Tu nous appelles de Paris et tu es donc supporter de l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu as cassé ta télé devant ce match hier soir? Est-ce que tu avais Eurosport déjà? Déjà, j'ai vu le match. C'est ça. Il fallait avoir la chaîne pour voir le match. J'ai vu en entier aussi, ce qui est un deuxième exploit. C'était très difficile, je vous avoue. Et ce qui était très dur, c'est que pendant tout le match, je n'ai jamais cru à un autre résultat que la défaite. Il n'y a aucun moment où j'ai senti Marseille au-dessus de l'équipe d'en face. Malgré le but de Milik, il n'aurait pas pu sauver les meubles à lui tout seul. Le but de Milik a redonné un peu d'espoir, mais très vite en deuxième mi-temps, on a un poteau, on a eu peut-être deux occasions. Enfin, c'était franchement bravo à l'équipe d'en face c'est vrai qu'on a l'habitude de dire Marseille ils ont raté leur match, mais il y a aussi en face, je pense qu'il faut souligner l'exploit de l'équipe. C'est vrai que c'est la terrible équipe du Canet-Roussillon. C'est trop facile de dire non, mais c'est trop facile de tout le temps, à chaque fois qu'il y a des amateurs qui gagnent, de dire l'équipe en face, il y a quand même un exploit des amateurs, il faut le signaler. Je pense qu'ils seront contents qu'on juge cette performance par un exploit de leur équipe plutôt qu'une non-performance de Marseille. On est tous d'accord là-dessus. Voilà, c'est tout. Moi, franchement, Jérémy, je trouve que c'est une contre-performance de l'OM. Je veux dire, l'OM, tu l'as dit toi-même, il y a un exploit, mais tu l'as dit toi-même, hier, l'OM fait un non-match. Enfin, ils sont jamais rentrés sur le terrain. S'il y avait un exploit concret de la part des joueurs du Canet-Roussillon, d'ailleurs, le joueur met un but magnifique, je reviens pas là-dessus, c'est un exploit. Jérémy Posteraro, le Juninho de Canet. Il est magnifique, mais n'empêche que Marseille fait un non-match. Donc oui, exploit des joueurs du Canet-Roussillon, mais c'est parce que l'OM n'est pas sur le terrain, l'OM est ailleurs.
Moi, je voudrais. D'accord, le deuxième but est magnifique aussi. Moi, je voudrais. Et Pelé en sauve quelques-uns, par ailleurs. L'Albatros. Là, on a la chance. C'est vrai, hein, c'est ça. Je suis désolé, c'est la vérité. L'Albatros, le coup franc, il l'a vu de loin. Puisqu'on a la chance d'avoir un vrai supporter marseillais autour de la table. Est-ce qu'il peut nous donner son avis sur la venue de McCourt cette semaine? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai dit avant qu'il arrive à l'antenne, Jérémy, je serais supporter marseillais, mais je serais révolté d'avoir un président qui daigne venir 3 jours de Boston pour délivrer la bonne parole qui est je vais encore gagner la Ligue des Champions. Comment, franchement, Jérémy, tu reçois ça quand tu vois que t'es même pas foutu d'aller gagner contre des amateurs? C'est sûr que le timing, il n'est pas idéal. Après, le fait qu'il soit venu à ce moment-là, je pense que c'est quand même une bonne chose. C'est pas un peu tard? La situation est difficile avec le Covid. Pour venir en France, il faut demander une dérogation parce qu'on voit bien que Sampaoli l'a pas eu, McCourt l'a eu, c'est-à-dire que en 3 jours il a pu faire ses rendez-vous alors que Sampaoli n'avait pas le droit de bouger de chez lui. Donc je pense que c'est pas aussi simple que ça de manière vraiment très pragmatique de venir toutes les 3 semaines en France. Après il est venu. Moi ce qui me fait un peu peur honnêtement dans les choix de McCourt très dernièrement, c'est que on avait la chance d'avoir je pense un bon directeur sportif qui a de l'expérience en tant que directeur sportif. Pablo Longoria. Aujourd'hui on n'en a plus. C'est-à-dire que même quand on a des bonnes choses, on trouve le moyen en interne de les détruire pour le mettre président. Mais pourquoi on en a plus? C'est le patron maintenant. Tu penses qu'il va délaisser la direction sportive du club? Mais Pablo Longoria faisait un bon travail, pourquoi lui enlever la direction sportive du club? On ne sait pas si on va avoir mieux. On va peut-être pas lui enlever. On dit qu'Hérault va garder quand même un certain nombre de leviers, notamment dans les relations avec la Ligue. Donc peut-être que la répartition des pouvoirs ne sera pas aussi obscur que ce qu'on peut le dire maintenant. Juste pour répondre à ce que dit Benjamin sur McCourt qui vient à l'OM, excuse-moi, c'est pas pour faire une comparaison avec Paris. Ah non, c'est insupportable ça. Non, c'est insupportable. Tu l'as déjà vu l'émir du Qatar venir? Mais quel est... Je suis désolé. Tu as déjà vu l'émir du Qatar venir à Paris pour aller serrer des mains et rassurer sur l'état du club? Non. Ok, je peux répondre ou pas? Attends, je veux bien qu'on incrimine tout le temps McCourt, mais il a mis combien sur la table McCourt depuis le début? Pas assez. Non, c'est peut-être pas assez. Et mal. Il a quand même mis près de 300 millions d'euros, les amis, pour un club qui était au fond du gouffre, rappelez-vous. Donc moi, je veux bien qu'on dise que c'est de sa faute tout le temps, mais c'est pas lui qui joue. Je peux répondre. C'est pas lui qui entraîne. Bien sûr. Comment tu oses comparer la situation? Mais je ne compare pas. Laisse-moi parler. Je sais que c'est compliqué, mais laisse-moi parler. Comment tu peux comparer la situation de gouvernance et de présidence au Paris Saint-Germain et à l'OM? Au Paris Saint-Germain, t'as un émir, certes, qui tient les cordons de la bourse, mais qui sait s'entourer, qui met des gens compétents à la tête du club. Nasser El Khelaifi, tu vas pas me dire que c'est pas un président qui sait mener sa barque. Il mène sa barque, mais t'en penses que t'en veux. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de compétent qui sait s'entourer. On n'a jamais dit qu'au Paris Saint-Germain, tout le monde était très content de voir revenir Leonardo. Il restait un mois à Marseille pour faire un état des lieux global et rester et voir ce qui se passe concrètement. Exactement. Mais il était temps qu'ils viennent, qu'ils disent c'est moi le patron, je vais regarder, je vais enfin apprendre ce qui se passe dans mon propre club. Tu peux pas absolument pas comparer. Est-ce qu'à Paris, il s'est passé ce qui s'est passé à Marseille? Non mais bon bref. Voilà, c'est un club qui brûle. C'est un club qui brûle. Donc le pompier en chef doit venir éteindre le feu, c'est tout. Non, mais est-ce que le pompier aurait dû intervenir plus tôt et rester plus longtemps à Marseille? Moi, en fait, je trouve que, voilà, on parle de McCourt, on parle d'Hérault, on parle de la fronde des supporters, du caillassage de la commanderie, on parle de tout ça, mais on parle pas de jeu. Et l'OM, ça fait 1 an, depuis le début de saison, que ça ne joue pas, et je vois pas où est le plaisir des supporters. Et les supporters, j'ai l'impression qu'ils se focalisent sur la direction, sur tous les à côté du foot. Mais l'OM, ça reste un club de foot comme le PSG, même si il a beaucoup moins de moyens. Mais avec les moyens qu'ils ont, ils pourraient quand même proposer mieux, je trouve. Ouais, mais est-ce que tout ça n'est pas lié? Est-ce que, par exemple, le choix de prolonger Mandanda et Payet jusqu'en 2024, mais Mandanda et Payet, s'ils ne sont pas là l'année dernière, la saison dernière, il n'y a pas de Marseille en Ligue des Champions. Payet, il lui suffit avec le talent qu'il a. Proposer un poste de directeur sportif en 2024, c'est peut-être une marge. Peut-être, mais en tout cas, il a accepté une baisse de salaire. Si on vous propose 1 million... il dit oui, je te dis, il dit oui. Si on vous propose une baisse de salaire et que vous gagnez quand même 1 million d'euros et que vous êtes peinard, vous allez dire oui aussi. Donc c'est humain, quelque part. La faute n'est pas de Payet, c'est de la faute de celui qui lui a proposé. C'est la faute de la direction sportive, donc c'est normal qu'on s'intéresse peut-être au choix de la direction sportive. J'aime pas comparer le PSG à Marseille, mais Nasser El Khelaifi, qui est
est un joueur de tennis, un prof de tennis à la base, il pipe rien au foot. Sauf que... il a appris quand même. Il a appris, mais il s'est entouré de bonnes personnes. Mais après, il a beaucoup plus de moyens pour s'entourer de gens talentueux. L'OM, ils sont sur un rafistolage permanent. Non, ils ont essayé Zoubi qui n'a pas marché. Ils ont essayé Longoria qui marche bien, mais pour l'instant, pas mal. Mais bon, il a ramené qui? Lirola, il a ramené Milic. Déjà, c'est un exploit. Mais Milic, on va voir. Est-ce qu'il va rester au club? Avec combien de genoux potables il va rester? Pour l'instant, il marque. Mais avec le peu de moyens qu'ils ont, je trouve qu'ils font des bonnes choses. Ce qui manque, c'est vraiment une philosophie de jeu. C'est une direction sportive. Où est-ce qu'on veut aller? Comment on veut le faire? Et qu'est-ce qui va permettre à l'OM de revenir au premier plan? Il y a ça à Lyon. Ils ont rebooté. Monaco a rebooté. Lille a rebooté. Marseille n'a pas rebooté. Jérémy, est-ce qu'il faut rebooter Marseille? Je crois qu'on a un spécialiste informatique en plus. Au téléphone. Vous avez essayé de débrancher Souffler dans le câble et rebrancher, monsieur. Alors, de toute façon, on va difficilement faire pire. Enfin, j'espère. On est 8e, on a un match en retard, on a une situation catastrophique en termes de direction, donc c'est un flou total. Là, on part sur, on va dire, un nouvel élan. On a un nouveau président, même si honnêtement, je l'aurais préféré en directeur sportif. Et on a un nouveau coach qui arrive. Il va rester directeur sportif pour l'instant. Pour l'instant, ils veulent pas recruter de directeur sportif. Donc c'est ça la problématique, c'est que Longoria va être président et en même temps va décider des choix sportifs du club. J'ai envie de dire, c'est un peu à l'image de nos dernières années, quoi. Enfin, j'ai jamais vu ça. Je sais pas. Je sais pas vos connaissances. Moi non plus, j'ai jamais vu ça. Mais t'avais vu Bizarreta en directeur sportif avec Héro président. Là, c'est une situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Mais moi, honnêtement, je trouve que les Marseillais... Non mais attends, 2 secondes. Je trouve que les Marseillais, je veux bien, ok, ils sont pas à la hauteur et tout, mais vous plaignez beaucoup et pas sur les bonnes... Non mais c'est vrai, pas toi, hein, Jérémy. Mais lui, Jérémy, c'est l'arbitre, c'est toujours... Voilà, c'est ça. C'est le passé, en fait. Les Marseillais vivent sur le passé. Oui, mais pas en général sur les bonnes choses. Je veux dire, vous avez pas une équipe de tocards non plus. Quand on va chercher un joueur comme Milic, quand tu fais toutes les lignes, mais je suis désolé, ça vous fait pas plaisir qu'on dise ça, mais vous battez le PSG en début de saison au Parc des Princes. C'est que vous avez des joueurs. Et quand on fait toutes les lignes, vous avez des joueurs. Alors, qu'est-ce qui fonctionne pas? C'est l'esprit, en fait. L'esprit à Marseille. On n'est plus du tout dans le football depuis un an. On est sur tout sauf du football. Voilà. Non, mais toi, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais toi, t'as l'impression que l'OM a des bons joueurs. Quand tu fais le tour par rapport au reste du championnat, oui, l'OM a des bons joueurs. Mais là, on n'est pas sur FIFA. Là, ils sont tous avec des Est-ce que le 11 de Marseille est meilleur que celui de Monaco, par exemple? Absolument pas. Absolument pas. Marseille, ils sont combien? Ils sont 8e. Avec un match de retard. Marseille, ils sont 8e. Marseille, ils pourraient largement être 5e. Quand tu regardes, s'ils étaient devant Metz, par exemple. Largement. Attendez, franchement, ils n'ont pas un meilleur effectif que Lens ou que Metz? Honnêtement. Non, mais ça veut rien dire de parler des qualités intrinsèques de joueurs, de dire Payet est meilleur que oui, mais voilà, mais ça veut rien dire. Derrière, t'as une dynamique de club. On oublie là dans la discussion passionnante qu'on a, on oublie de parler de l'avenir. L'avenir Sampaoli. Alors avant de parler de Sampaoli, excuse-moi, on va écouter Nasser Largué. Voilà, écoutons. C'est très amer. Il y a une équipe qui a joué un véritable match de coupe avec ses armes. Une autre équipe qui n'a pas joué ce match de coupe. On était prévenu que le petit poussé cherche toujours l'exploit et qu'il fallait absolument jouer sur notre niveau de Ligue 1 et non pas au niveau de National 2. Et malheureusement, on a plutôt montré un visage qui n'est pas celui que j'attendais d'une équipe de Ligue 1. Avant de parler de Sampaoli, un commentaire sur le bilan de Nasser Largué. 2 victoires, 4 nuls, 3 défaites, toutes compétitions confondues. C'est pas génial, hein, on est d'accord. Oui, c'est mieux que les 8 derniers matchs de Villas-Boas. Donc il a arrêté l'hémorragie. Moi je trouve, il a arrêté l'hémorragie. Sa moyenne est inférieure à celle de Villas-Boas. Je parle des 7 derniers matchs. D'accord. Tu prends ces 7, il a joué 7 ou 8. Tu prends les mêmes 7 ou 8 derniers matchs de Villas-Boas. C'était une catastrophe. La défaite à Marseille contre Nîmes, c'était cata. Moi je trouve qu'en l'écoutant. Il n'y a pas d'effet Nasser. Mais il n'y a pas d'effet. Mais il peut pas y avoir d'effet Nasser Largué quand derrière, encore une fois, il se passe ce qui se passe dans le club. Le pauvre, il a jamais été mis en avant par la direction du club. On aurait pu le mettre en avant et dire ce gars-là a un projet, en tout cas à court terme, jusqu'à la fin de la saison. Il a planié les choses, il met en avant des jeunes. Il s'est jamais projeté très très loin. Il s'est jamais projeté. En fait, moi, je préfère. Il est même parti. Dès le début, franchement, il est arrivé. Le pauvre, il a jamais eu la confiance du club. On savait très bien qu'il allait être tous les jours dans la presse. Il y avait 3 noms pour le remplacer. Ça doit pas être facile de travailler comme ça. Pourquoi heureusement? Il dit qu'il s'entend assez mal avec Longoria. Il va sauter aussi, de toute façon, le pauvre. Ouais, il s'en va là.
Il a dit qu'il partait. Ouais, bah voilà, moi je trouve ça dommage. C'était une solution de transition. Moi, ça m'étonne pas qu'on ait dit qu'il y ait 2-3 noms pour le remplacer. Enfin, je veux bien que tu dises que l'OM est un club du passé, mais quand même, c'est pas un club du passé à ce point-là. Jérémy, pour conclure, un mot sur le bilan de Nasser Largué, ce qu'il a fait, ce qu'il a pu finalement. Honnêtement, dans les conditions dans lesquelles il a été intronisé, il a fait ce qu'il a pu. Après, effectivement, moi, je rejoins Benjamin qui dit qu'on aurait dû avoir un coach au moins jusqu'à la fin de la saison. Je trouve ça quand même fou de faire venir un coach, un nouveau projet au mois de mars. Sampaoli, on a trouvé la seule personne qui finissait au mois de février son travail d'entraîneur pour le faire venir en France. Moi, j'aurais préféré qu'on dise... Il y avait Genesio. Mais non, mais Genesio, c'est encore un nouveau projet. Moi, j'aurais préféré qu'on se dise, OK, Largué, il est là, il reste au mois de juin, on est d'accord. Au mois de mai, on annonce un nouvel entraîneur. Il aurait été en confiance. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Il va dire, je vais essayer de mettre en place une philosophie. J'ai 6 matchs, 5 matchs, peut-être 7. Impossible pour lui. Exactement. C'est impossible. Et je pense que les joueurs l'ont lâché hier. Ils se sont dit, de toute façon, Largué, on s'en fout, on le reverra plus. On n'a rien à foutre. Donc demain, on joue pas, on verra avec Sampaoli, on se réserve pour... Voilà, je pense qu'il y avait aucun moyen de faire mieux. Ouais. Merci beaucoup, Jérémy. Et à bientôt dans Classico. Merci à vous. Alors, je le disais tout à l'heure, le nouveau SoFoot vient de sortir avec à la une l'ancien président de l'Olympique de Marseille, le nouveau membre, le nouveau représentant de l'OM au conseil de surveillance du club, Jacques-Henri Hérault. Est-ce qu'il a été difficile à convaincre JHE? Pas du tout. Il n'a pas été difficile, c'est quelqu'un d'assez ouvert et surtout c'est quelqu'un qui n'a pas vu venir sa démission ou son licenciement, appelez-le comme vous voulez. C'est pas un licenciement parce qu'il est toujours au club et que McCourt l'aime beaucoup, mais il n'a pas du tout été difficile à convaincre. C'est quelqu'un qui est souvent sur Paris, c'est quelqu'un qui apprécie ce foot visiblement et donc il nous a accordé 2h30 d'interview. Tout en sachant qu'on lui a demandé est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous allez rester président? Oui. Et puis évidemment est arrivé ce qui est arrivé. Donc il n'a rien vu venir. Et donc finalement on a dû jeter à la poubelle tout ce qui avait été imprimé et puis on a refait l'interview une fois que McCourt a actionné le bouton rouge et donc voilà, le résultat il est devant vos yeux, Steve, et en kiosque. En lisant cet entretien, on a l'impression que finalement Hérault, c'est un peu le grand incompris. Il a fait énormément d'efforts pour s'acclimater à la ville. Il raconte qu'il a vu énormément d'associations, il connaît Marseille comme personne et que finalement c'est finalement les médias qui ont mal compris son action au sein de la ville et que finalement c'était la bonne personne au bon endroit. En fait, il y a la carte et il y a le territoire. Et Hérault connaît la carte, mais le territoire, je ne suis pas sûr qu'il l'ait appréhendé comme il le devait. Alors effectivement, c'est bien d'aller voir les associations, le tissu associatif, tout ce que vous voulez, mais je ne suis pas sûr qu'il a appréhendé la mentalité marseillaise et les raisons qui ont poussé les supporters à le prendre en grippe. C'est quelqu'un qui a fait Harvard, mais... il a une intelligence émotionnelle qui est proche du zéro. C'est quelqu'un qui est très cartésien, trop cartésien pour l'OM. Et c'est ça qui lui a fait défaut. Il a une tête de comptable. On a l'impression qu'il va vous sortir un business plan alors que vous voulez qu'il vous embrasse. Moi, je l'ai eu comme prof. Il est très brillant. Il est brillantissime. Mais c'est quelqu'un de très brillant. Mais le problème avec les gens brillants, surtout dans le foot, dans un domaine aussi populaire et populiste, c'est que vous ne pouvez pas dire « je suis brillant, je viens d'Harvard, je vais t'expliquer comment ça se passe » parce que le foot est complètement irrationnel. Justement, il est un peu trop rationnel. Il est trop rationnel. Marseille, c'est peut-être l'endroit en France où on vit le football avec une démesure complètement dingue par rapport à tout ce qu'on peut connaître en France. C'est un club fou, c'est un club où on préfère un Ravanelli qui fait n'importe quoi qu'un Neymar, je vous dis n'importe quoi. Mais il n'a pas compris cette passion. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier, la passion. C'est quelque chose qui ne se pèse pas, c'est pas quelque chose qui est dans les livres. Ça, il faut le ressentir et il faut une intelligence émotionnelle. Et j'ai l'impression que Hérault n'a pas ça. Il a tout, il a tout le bagage qu'il faut. C'est un start-upper, il n'y a aucun souci. Il peut vous transformer une entreprise et encore. Ça. Il y a eu des mauvais exemples, on l'a vu avec le PMU et Paris Turf et je ne sais quoi. Je trouve qu'il s'est gâché alors qu'il aurait pu s'ouvrir un petit peu. Je pense que si c'était ouvert émotionnellement et humainement,
il n'en serait pas là aujourd'hui. Benjamin, Alex, je trouve que vous avez eu le temps de lire l'interview, ce passionnante interview dans ouais, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve qu'à la lecture de l'interview, on comprend encore mieux ce que tu dis. Javier, je crois qu'il n'était pas la bonne personne. Il pouvait pas réussir, je crois. En fait, de par sa personnalité, il y a un exemple il y a une citation de Stéphane Tapi qui lui dit, excusez-moi l'expression, tu dis pas assez avec l'accent marseillais, je m'emballe les couilles à chaque phrase. Je crois que c'est assez bien résumé en fait. C'était quelqu'un, c'est un peu simpliste. Si on prend un prédécesseur, l'exemple d'un prédécesseur, Pape Diouf, c'était pas du tout ce type de président que décrivait c'est vrai, mais Tapi, c'est quelqu'un qui ça a bien marché. C'est vrai, c'est quelqu'un qui quand même parlait différemment au peuple. Et il parlait football. Il parlait pas au peuple finalement, il parlait pas au peuple marseillais. Et puis il avait été agent de joueur. Il connaissait le foot. Il avait c'est quelqu'un qui parle pas au peuple marseillais, qui parle aux supporters, de manière un peu générale, aux clients du stade. C'est un directeur général. Mais pardon, même excuse-moi, quand il dit dans l'interview, ouais, je suis parti manger un couscous avec les associations de supporters, je trouve ça, je suis désolé du terme, je trouve ça un peu pathétique, tu vois, de dire ça, d'être obligé de dire je suis parti manger un couscous avec les gars. Moi, ça m'a fait de la peine en lisant ça, je te dis franchement, parce que je crois que de la peine pour Hérault. Oui, complètement. Je crois que ce gars-là, encore une fois, moi je mets la responsabilité sur McCourt. Je pense qu'il a choisi des gens, il les a positionnés là, et malheureusement, je pense qu'il pouvait pas faire mieux. Il a des billes dans le club. McCourt, comment ? Il a des billes dans le club financièrement ? Non, il a pas de billes dans le club, mais McCourt l'adore et il voulait pas du tout s'en séparer en fait. Et il a dû s'en séparer parce que la pression des supporters était trop forte et surtout parce que les politiciens s'en sont mêlés. Donc à partir du moment où s'en mêlent les politiciens, McCourt a dit bon, on va arrêter là, mais on n'arrête pas vraiment là parce que McCourt continue à avoir des fonctions au club. Il va représenter l'OM à la LFP, alors qu'il n'est pas président et que normalement dans le conseil de surveillance, ce sont les présidents qui siègent. Donc on va voir comment ça va se ficeler cette histoire, mais McCourt veut absolument garder Hérault. Et s'il a mis Longoria, qui est très jeune et qui n'a pas d'expérience à la présidence, c'est bien pour une raison. C'est-à-dire que ces gens-là ne vont pas faire très très long feu à Marseille. On dit en tout cas que certains hommes qui ont été recrutés par Hérault sont sur la sellette. C'est notamment le cas de Thierry Aldebert, qui est directeur adjoint et responsable de l'exploitation du stade et que les supporters voulaient voir partir assez rapidement. Il aurait été mis à pied alors que le Head of Business, l'équivalent de Longoria pour le développement de l'économie, enfin du business de l'Olympique de Marseille, Hugues Ouvrard, serait également sur la sellette. Messieurs, on va enchaîner avant de passer à Rennes et Paris sur Sampaoli. Il a pris ses fonctions aujourd'hui. C'est fou parce qu'on parle pas de foot depuis tout à l'heure. Sampaoli, c'est du foot quand même. Mais avant, tu vois, on parle toujours de l'organigramme. Mais c'est dommage. Parce qu'à mon avis, la saison elle est pourrie à cause de ça. Maintenant, moi, je suis pour l'arrivée de Georges Sampaoli parce que heureusement. Par quoi il doit commencer là ? Il arrive là aujourd'hui. À mon avis, leur montrer la vidéo du match d'hier. À mon avis, vraiment les mettre face à leurs responsabilités, leur dire regardez ce que vous avez fait hier. Parce que je suis même pas sûr qu'ils en aient conscience, à part Camara. Et donc il sort des joueurs, il fait rentrer Dieng, le copain de Benjamin. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Je suis pas coach, et encore moins de l'OM pour lui dire ce qu'il a à faire. En tout cas, je pense qu'il faut qu'il ramène un petit peu de motivation, un peu de grinta, qu'il leur montre les matchs réussis. Je sais pas, j'en sais rien. Donc c'est ça le seul levier qu'il peut avoir pour l'instant jusqu'à la fin de la saison, c'est les mêmes joueurs. De toute façon, on sait pourquoi ils ont pris Sampaoli. Voilà, et c'est le contre-exemple parfait de tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur Hérault et autres. C'est quelqu'un qui va parler au peuple marseillais. C'est pas que ça. À mon avis, pour des mauvaises raisons. On prend Sampaoli pour des mauvaises raisons, à mon avis. On prend Sampaoli parce que c'est un mec déchaîné, qui a des tatouages partout, qui a été agressé à un arbitre. On se dit, ça correspond au contexte marseillais. Il a quand même été bon. Comme le fils spirituel de Bielsa. Alors ça, c'est le mot magique à Marseille. C'est le fils spirituel de Bielsa parce que lui, il va dire à l'OM, les gars, pressing, possession et autres. Moi, je peux plus entendre parler de possession, de pressing. Tous les coachs du monde te disent, il faut jouer possession, pressing. C'est insupportable. Sampaoli, on le prend parce qu'on se dit, c'est un mec survolté, il va parler au peuple marseillais. Moi, je pense que c'est une erreur. C'est pas un clown, Sampaoli. Il a quand même gagné des matchs, il a quand même gagné des titres. Enfin, donc voilà, on le prend dans un contexte particulier, au Chili, avec l'équipe nationale. Particulier ou pas particulier. Si, non, mais je suis désolé, il a quand même gagné des matchs avec le Mineiro. Là, il a des matchs. Non, mais il a quand même été en finale, même, je crois, de la Coupe. Il a terminé 3e. L'Hyperdadores. Bon, voilà, 3e. Bon, c'est pas un titre soit. Mais en tout cas, il a quand même gagné des choses. En Europe, il a fait quoi ? Non, mais en Europe, il a fait Séville. Il a pas fait n'importe quoi à Séville. T'as lu les interviews des joueurs qui ont été sous ça ? Ça a très mal fini. Oui, ça a très mal fini, pardon. Il a une durée de vie de 2 ans max. Les joueurs en parlent très bien, en tout cas. Que ça soit Nasri, il y a un défenseur. Même Adil Rami, on en a parlé. Attendez. Pas tous. Faut regarder les joueurs qui en parlent bien.
Nasri Adil Rami. Nasri, il en parle bien parce que Sampaoli lui disait va te bourrer la gueule, va en soirée, et puis comme ça tu joueras bien. Adil Rami en parle très bien parce que c'était un peu la même chose. C'est quelqu'un qui laisse beaucoup de liberté aux joueurs. Mais aujourd'hui, Marseille, les joueurs, quand ils vous prennent un peu de liberté, ils assurent pas derrière sur le terrain. Donc j'attends de voir le management de Sampaoli, mais le management de Sampaoli, c'est pas quelque chose qui fait l'unanimité en Argentine, et ce n'est pas quelque chose qui a fait l'unanimité à Séville. C'est quelqu'un qui est peut-être un élève de Bielsa, ou qui se prétend être un padawan de Bielsa, mais pour l'instant, Bielsa au moins il a une éthique, et Sampaoli n'a pas d'éthique. C'est-à-dire que si au bout de 6 matchs, il voit qu'il ne peut rien faire, et moi j'ai des échos où il sait très bien que l'OM n'a pas les joueurs pour faire ce qu'il veut, s'il voit qu'à l'avenir ou à l'intersaison, il n'a pas de joueurs, il va laisser planter l'OM comme il a laissé planter Séville vers la fin. Alors son premier match, ça sera mercredi contre Rennes. Rennes qui a un nouvel entraîneur, et c'est la transition parfaite pour la suite de l'émission parce que ça avance. Pep Genesio. Et ben ça. Ouais. D'accord. Pep Genesio. C'est parti pour toi. Et ben ça, pour moi, c'est un recrutement qui a du sens. Ah, pourquoi ? À Rennes. Parce que pour moi, c'est un coach qui construit, qui a fait ses preuves à Lyon, qui a été décrié, mais comme Rudy Garcia est décrié à Lyon. Et je trouve que c'est un coach français complètement sous-coté, comme les Rudy Garcia d'ailleurs. Ils ont peut-être d'autres points communs, mais moi je trouve que c'est des gens sous-cotés. Il avait fait passer Lyon de la 9e à la 2e place lors de son arrivée en cours d'intersaison en 2015-2016 en remplacement d'Hubert Fournier. Donc c'est un bon bilan. Moi j'aime bien Genesio. Et donc je pense que c'est quelqu'un qui est parfait pour Rennes. Et moi je voyais plus un coach comme ça pour l'OM, encore une fois. À Marseille, Genesio, Pep Genesio à Marseille. Mais tu t'es déjà baladé à Marseille? C'est ça qui est incroyable. Mais tu vois, c'est exact. Non, mais ce que tu dis, Steve, c'est hyper important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'OM, il faut absolument un gueulard et tout, c'est ça? Non, on a eu des coachs comme Jean Fernandez, comme Deschamps, mais c'était pas dégueulasse. D'accord, donc c'est bien ce que je dis. T'es pas obligé d'être contexte. Je sais pas si Genesio, ancien Lyonnais, ça aurait marché. Non, mais Bruno Genesio, c'est un très bon coach. D'ailleurs, moi je trouve que ils vont reformer un peu le duo avec Florian Maurice. Et c'est aussi pour ça qu'il arrive. Moi je pense qu'il va faire beaucoup de bien à un club comme Rennes, qui a besoin de calme et de sérénité. Mais à l'OM, excuse-moi, il a rien à faire à l'OM, Bruno Genesio. À Rennes, en tout cas, est-ce que c'est le bon actuel? C'est le bon choix pour toi? Oui, pour moi c'est le bon choix. Pour moi, c'est le très bon choix. Très sincèrement, moi Rennes, c'est un club qui me laisse complètement froid. Et Pep Genesio, c'est pareil. T'aimes pas les crêpes? C'est parfait. Voilà, c'est parfait, tout va bien. Si vraiment on n'a pas envie d'en parler, c'est parfait. C'est magnifique. La saison qu'ils font, c'est extraordinaire. Continuez comme ça, les gars. Bravo. Alors on enchaîne avec Paris. C'est mieux. Je suis désolé. Et là, Fabien, tu vibres. Là oui. Je revis même. Laissons Pep derrière nous et plongeons-nous dans la semaine de Ligue des Champions. Alors que les Marseillais ont souffert, les Parisiens, eux, n'ont pas tremblé à quelques jours de leur match retour contre le FC Barcelone. Victoire 3-0 contre des Parisiens contre la belle équipe de Brest, avec un doublé de Mbappé, ça il joue bien. Mbappé en très grande forme. Est-ce que tout ça est de bon augure pour le match de mercredi? Enfin, moi je vais pas te dire non. Oui, c'est de bon augure. Déjà, on sent qu'Mbappé il est en forme. Sur ses accélérations, son but il est magnifique. Voilà. On sent que c'est pas la même équipe quand il y avait Marco Verratti qui est dans le groupe et qui est capitaine samedi soir. On sent vraiment qu'il se passe quelque chose et que c'est beaucoup plus serein. Bref, il y a quelque chose de positif. Non mais c'est vrai, qui se dégage de tout ça. Il démontait l'OM il y a 2 secondes. Merci. C'est positif. On est connecté, Javier. C'est exact tout ce que t'as dit. Moi j'ai démonté l'OM. Tout l'inverse sur l'OM, c'est-à-dire les yeux de l'amour là. Tout pareil. Mais tout pareil. Non mais c'est pareil. Moi je suis tout était à l'inverse pour l'OM et c'était pas bien. Tout pareil. Je suis désolé, les résultats pas pour chacune des équipes. Il a le droit de kiffer dans Paris. Non mais aujourd'hui Paris a bien joué et Brest a pas fait. Non, Brest c'est pas mal. Franchement Brest c'est bon. Non. Ils prennent 3 buts les mecs. D'accord. J'adore cette équipe. Ils continuent à jouer. Franchement, ils ont des bons joueurs. Voilà, après il tombe sur une erreur du pauvre Fadiga d'ailleurs qui est toujours parisien, voilà comme ça au moins. Non mais voilà, et après longtemps, peut-être. Plus pour longtemps peut-être du coup. Non, je pense qu'il va finir la saison. En tout cas, c'est une bonne équipe du PSG et je pense que c'est de bon augure pour mercredi soir. Maintenant, voilà, je vais m'arrêter là. Le seul reproche qu'on peut faire juste sur ce match à Pochettino, c'est pourquoi ne pas faire jouer plus de jeunes sur ce type de match. Il y a des jeunes qu'on a envie de voir au PSG. Alors il a fait jouer le petit Pembele, Xavi Simons qu'on voit jamais, le petit Michu qui était rentré contre. C'est peut-être aussi important d'aller assez loin en Coupe de France dans ces autres coups pour faire jouer, pour préparer bien sûr. Non mais c'est sûr. Et parce qu'il fait jouer Draxler, tout le monde se sent concerné. Parce qu'il fait jouer Draxler qui joue très bien, parce qu'il fait jouer Sarabia qui joue très bien, et ça les permet de tourner l'effectif. C'est tout à fait vrai. Mais ces gens-là, du coup, ces joueurs-là, tu peux aussi les sortir à un moment, tu vois, et faire jouer ces jeunes-là.
là 20-30 minutes qu'on a envie de voir aussi. C'est intéressant de faire monter les jeunes aussi au PSG. Pochettino est connu pour ça aussi. Alors, Pochettino, justement, a été interrogé sur le traumatisme de la remontada. Benjamin, je vois que tu me regardes avec des gros yeux. Parce que la remontada, il supporte pas ce mot. Alors, Pochettino a dit qu'il n'était pas forcément concerné et que lui venait avec une nouvelle énergie, avec son staff, pour essayer de passer un nouveau cap. On a interrogé également Abdou Diallo qui a dit en gros, lâchez-nous, en gros. Exactement. Est-ce que vous pensez que néanmoins, il y a encore des restes de ce trauma au sein du club et que, justement, l'occasion mercredi de tirer un trait définitif sur cette terrible expérience pour les Parisiens. Javier? Moi, je suis beaucoup moins optimiste que moi. Ouais. Tout simplement parce que je trouve que le PSG n'a pas... ils ont des très bons joueurs, des très bonnes individualités, bien supérieures à la moyenne, et c'est ce qui leur permet de s'en sortir et d'avoir du 3-0. Mais si tu me parles de jeu et de composition d'équipe, Dalloglio a fait un meilleur travail que Pochettino, même en ayant perdu 3-0. Le fond de jeu, la philosophie de jeu, si quelqu'un peut me dire quelle est la philosophie de jeu et le fond de jeu du PSG actuel, moi je suis preneur. Mais j'en vois pas. Transition, c'est la possession, c'est le pressing, c'est le c'est les mots balais. Excusez-moi. Transition rapide. Donc on est en contre-attaque. On a investi 2 milliards d'euros pour jouer en contre-attaque. Parce que Neymar n'est pas. On verra que si Neymar peut. Voilà, parce que Neymar n'est pas là. Parce que Neymar, Verratti et il y en a 3 qui. On a investi 2 milliards pour gagner. Il y a un moment, tu vois, tu peux faire du jeu. À l'époque de Laurent Blanc, on avait le ballon tout le temps, et en quart de finale, on pouvait sortir à chaque fois. Je pense qu'aujourd'hui, au moins, il y a une efficacité. Moi, je suis désolé. Le football, c'est pas que gagner, c'est des émotions. Et s'il y a pas un plaisir de voir du jeu, je m'en fous de gagner 8-0 contre Brest ou contre Carquefou. Excusez-moi, Louis me fait signe. Louis, c'est parti pour toi. Moi, je suis pour le Barça. C'est pas possible. Alex. Moi, je suis pour le Barça, donc je peux dire que la remontada, j'en ai eu pas mal des émotions, c'est sûr. Non, mais moi, et je crois d'ailleurs à une possible remontada, parce que je les trouve très, très. Ça revient bien là. Très relâchés, les Parisiens. J'ai l'impression que tout est fait, alors qu'on ne se rappelle pas forcément, mais le PSG, lors de cette remontada, avait gagné 4-0. Après, c'était au Parc des Princes. Je vous concède que ça va être compliqué, mais c'est le PSG. Ils ressortent de plusieurs traumatismes. Il y a eu Manchester. Je suis d'accord. Ils ressortent du 6-1, d'une finale qui perdent contre un joueur qui a été formé au club. Donc c'est pas une équipe qui a une carapace extraordinaire. C'est pas Liverpool. C'est pas. Il y a une mise au vert qui a été décidée à partir de demain un peu plus tôt. Tuchel, vous vous rappelez, avait appelé ses joueurs quasiment 2 ou 3 heures avant le match l'année dernière. Là, Pochettino visiblement veut les mettre dans une bulle dans les 24 heures qui précèdent le match. Est-ce que vous pensez que lui n'a pas justement les clés pour amener un peu du sang neuf sur le plan psychologique et pour préparer ce match comme il faut et le gagner finalement? Moi, je suis très très triste de ce débat. Je te dis sincèrement, c'est pour ça en lancement, je t'ai dit que j'étais énervé contre toi aussi, et pas que contre la direction de l'OM. Je suis insupporté de lire tous les articles qu'on voit sur PSG Barcelone. Il y a tout le temps le foutu mot remontada. Mais en fait, ce qui m'insupporte, mais on a l'impression que toute la presse française, même les Barcelonais, évidemment les Barcelonais, c'est normal. Ils nous disent ils ont fait une remontada en Coupe du Roi, donc ils ont fait une remontada contre Paris. Mais bon sang, soyons sérieux. Parce que l'historique n'invite pas à la. Mais en fait, non, mais ce qui m'énerve, c'est qu'on veut que ça arrive. J'ai l'impression en lisant toute la presse française. La presse française veut que ça arrive. Pourquoi il y a le mot remontada à chaque fois? Pourquoi on n'est pas chauvin? On aime bien ce mot. Mais pourquoi on n'est pas chauvin? Pourquoi on n'est pas derrière le club phare du championnat français? Bon sang. Quel est le rapport avec la remontada d'il y a combien de temps? J'ai oublié, je l'ai effacé de ma mémoire. Ça n'a rien à voir, tu l'as dit tout à l'heure. Je me ferai un coup du micro. Le retour, il était à Barcelone avec du public. Là, c'est un retour au parc sans public. Neymar, il est de notre côté maintenant. Les joueurs, ils ont changé. Il en reste combien déjà de la remontada? Sur le terrain, il en reste combien? Pas beaucoup, je sais pas. Il en reste combien? Il en reste 3. Il en reste 3. De quoi on parle? Diallo, il a raison. Lâchez-nous avec la remontada. De quoi on parle? Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est qu'en interne, insupportable. C'est comme les France-Allemagne. Non, insupportable dans l'histoire. Le problème, c'est qu'en interne, au club, ils affichent pas une. Là, il y a un discours, et derrière le discours, on sent bien qu'ils sentent une pression. Et cette pression-là, elle existe parce qu'il y a eu des contre-performances en Coupe d'Europe. Je parle pas de la saison dernière, mais les saisons d'avant, où effectivement, c'est une équipe bâtie pour gagner, qui attend février parce que c'est à partir de là que leur saison commence. Est-ce qu'elle manque de leader, cette équipe, justement, pour Je trouve pas qu'elle manque de leader, je trouve qu'elle manque de
de mental. Je trouve qu'il manque de guerrier. Paredes a ça, mais le problème c'est que Paredes il en a trop. Il peut vous exposer un match en sortant avec un carton rouge bêtement quoi. Donc il manque un Thiago Mota, il manque un Thiago Mota par exemple, il manque un Patron. Non mais Verratti il a ça aussi. Attends mais on parle de Verratti c'est pareil. Verratti va discuter avec l'arbitre. Mais attendez, les amis, on parle de quoi? Quel manque? De quoi on parle? Pour l'instant tout va bien. On a gagné au match aller, le match retour a pas eu lieu. Pour l'instant tout va bien, mais l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Exactement. La haine 1992. Exactement. Faut être référencé. Hashtag la haine, c'est bon ça. Ça nous a coûté 2 jours de renvoi là. Oh là là, c'est vrai. Mais j'ai perdu mon argument maintenant. Voilà. Alors justement, on va mais tout va bien pour le PSG. Bah écoutez, tout va bien, très bien. Aujourd'hui, tu peux pas dire quel est le problème du PSG. Objectivement, on va dire ça. Le match à Barcelone, il a été maîtrisé de quasi parfait. Non, mais c'est il était quasi, c'était une démonstration de tous les joueurs du premier au dernier remplaçant. On devrait appeler à la prudence quand on est supporter du Paris Saint-Germain. On n'appelle pas à la prudence, on appelle à la confiance. Il faut être objectif. On appelle à la confiance. Mais est-ce que Benjamin, sur ce point, n'a pas raison? Est-ce qu'on n'a pas tort aussi? Est-ce que les dirigeants n'ont pas intérêt à protéger les joueurs justement de cette idée en répondant systématiquement à la question de la remontada? Emery l'avait fait aussi, il avait protégé les joueurs. D'ailleurs, ils s'étaient réunis autour d'une table. Mais non, mais à 4-0, on est qualifié. Et puis finalement, ils ne sont pas qualifiés. J'ai revu cette vidéo extraordinaire quand il y a plusieurs joueurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a Verratti, Meunier qui disent moi si on perd finalement, ils étaient déjà en train de faire des calculs. Et c'était le signe, à ton avis, précurseur d'un. Moi, à mon avis, les mettre dans une bulle, c'est pas les aider. Je préfère qu'ils vivent leur vie, qu'ils soient avec leur femme, qu'ils pensent pas au foot. Là, ils vont jouer le match avant de l'avoir disputé. Donc, ça me pose un souci. Il y a trop de pression. Non, il n'y a pas de pression. Non, il n'y a pas de pression. Non, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pression, honnêtement. Par contre, je suis d'accord avec toi, les mettre dans une bulle, c'est pas la meilleure des choses. À l'aller, ils n'avaient pas le temps de penser au match. Ils étaient tellement concentrés sur le championnat qu'ils n'avaient pas le temps de penser au match. Là, ils ont eu le temps de le refaire 10 fois le match. Mais je suis désolé, Barcelone, franchement, c'est un objectif. Ok, hier, ils gagnent contre Osasuna. Qui est 13e de la Liga, donc c'est pas c'est pas un grand Barcelone non plus. C'est le pire Barça depuis. Franchement, c'est le pire Barça depuis 1996, je pense. Voilà. Mais les constantes vitales commencent à 96, remonter. il y avait peut-être du Gary, non? Non, 96, c'était la dernière année de Cruyff et c'était catastrophique. Mais peu s'en souviennent des Korneyev et des Okunowo et de je sais pas quoi. Alors Barcelone justement qui a un nouveau président de ce week-end. Ah bon? Alors vas-y, on l'écoute. Ils ont gagné, hein, on est dans le futur, c'est bon. J'ai vu la vidéo, personne n'a respecté. C'est arrivé, vous le vouliez tellement tous. Donc la victoire hier de Joan Laporta à l'élection présidentielle, messieurs s'il vous plaît, c'est un traître. Du FC Barcelone. Il a déjà été à la tête de ce club entre 2003 et 2010. Sous son règne, les Blaugrana ont décroché énormément de titres, dont 4 Ligas, mais surtout 2 Ligues des Champions 2006 et 2009. Lui-même, puisque tu parlais de remontada, Benjamin, lui-même a évoqué une possible remontée. Il l'a dit. Il l'a fait en coupe, en plus ils l'ont fait en coupe, donc laisse tomber, ça va arriver, c'est sûr. Il a fait pire là. Et sur le terrain, pardon Alex, sur le terrain, donc victoire d'Osasuna, du Barça ce week-end contre Osasuna. Qui est 12e, faut le dire. D'accord, et Brest se situe à quelle position? Non mais faut le dire, ils sont 12e. D'accord, merci. Mais plus que le résultat, encore une fois, c'est le jeu proposé, moi, qui m'a rassuré. Je trouve qu'ils sont en train de s'améliorer et de progresser. Ça va être trop juste contre le PSG. Il y a un changement de système de jeu notamment. Il passe à 5 derrière, mais je trouve que la forme est bien meilleure au Barça aujourd'hui qu'au PSG. Mais après, voilà, je dis pas que le Barça va se qualifier. Je pense que le PSG va se qualifier, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir que le PSG se progresse vraiment s'ils veulent revenir en finale de la Ligue des Champions. Un mot sur Griezmann pour terminer. Moi personnellement, Griezmann, je préfère ne rien dire parce que je vais être vulgaire. Je trouve que c'est un scandale ce qu'il fait. Il est transparent, il est translucide, il ne sert strictement à rien. Tu préfères 100 fois Dembélé à Griezmann, Messi. Très sincèrement, je préfère Dembélé qui franchement termine bien la saison, qui prend ses responsabilités, il prend des risques, il y a du gâchis, il n'y a pas de souci. Mais le problème avec Griezmann, c'est qu'il n'y a que du gâchis. Les passes à 2 mètres, on dirait les passes de mon fils quand il me fait des passes avec des petits rebonds, les contrôles sont jamais assurés, il rate un nombre de face-à-face face au gardien fou. Moi, Griezmann, c'est peut-être le joueur aujourd'hui qui m'agace le plus. Et c'est pas parce qu'il est français, mais ce qui m'agace, c'est qu'il est un talent monstre et que pendant des années, on a dit mais il mérite mieux qu'une équipe
qui jouent comme des crevards comme l'Atlético. Et aujourd'hui, où il est dans une équipe où il a quand même Messi, il a quand même Dembélé, il a quand même des centres, il a quand même des passes, il a quand même Alba. Et on a l'impression que ça ne tourne pas et que ça ne tournera jamais. Donc j'espère pour lui que ça va switcher parce que franchement, là, il est très agaçant. Allez, on reste en Europe, c'est parti. On le met sous terre. Mais Kaboko a joué Torgan Hazard et ça fait 2 avec le doublé réalisé par Erling Haaland. It's a flash back by Bruno Fernandes. Wow! Pick that out. Messi golpea contra. Allez, on enchaîne avec le Tour d'Europe avec le 104e Klassiker ce week-end. Dortmund, Bayern, victoire des joueurs de Flick, 4 buts à 2. Très beau match, notamment une magnifique deuxième mi-temps. Lewandowski a battu Haaland, 3 buts pour le buteur du Bayern contre un doublé pour Dortmund. Ce match, une impression sur cette belle prestation globale. Moi, c'est le sentiment, c'est Lewandowski qui, on en parle beaucoup moins que Haaland. Alors maintenant, la nouvelle guerre, c'est qu'on essaye de créer encore, c'est Haaland. On dit même que Mbappé a répondu ce week-end. Encore un truc qui m'exaspère. Mais enfin bon, je vais pas non plus m'exciter sur tout parce que il y a un moment, il faut se calmer. Vas-y. Mais cette pseudo-guerre qu'on essaye de créer entre Haaland et Mbappé m'insupporte. Enfin bon, Lewandowski. C'est très énervé aujourd'hui. Je suis très énervé, c'est tout. Non, mais pour parler de positif, Lewandowski, 31e but de la saison, c'est hallucinant. 19 pour Haaland, c'est dingue. Je crois qu'il est un 30, une moyenne de... Il a une moyenne de 30, je les ai notés. Tu vois, 34 buts l'année dernière, 22, 29, 30 depuis 2015-2016, c'est incroyable. Le Bayern, 71 buts pour. C'est la meilleure attaque des leaders du championnat. Derrière, t'as l'Inter qui a 62 buts. Nous, en France, Lille, ils ont 49 buts marqués, tu vois. Ils s'affolent jamais, en plus, t'as vu. C'est une puissance offensive, le Bayern, qui est assez impressionnante, et Lewandowski qui est constant. Enfin, ça m'impressionne. Voilà. Messieurs, les autres. Tu vois qu'il n'y a pas que des choses qui m'énervent. Non, mais pareil, mais Haaland, c'est un super joueur aussi. Et puis, il met de beaux buts, très vite hier, il est très physique. Voilà, c'était un super match. Moi, je l'ai regardé pour le coup, ce match, parce que c'était pas sur Eurosport. T'as Bein alors? J'ai tout, à part Eurosport. Okay. Voilà. Donc, il n'a pas dit qu'il avait tout légalement. Il a dit qu'il avait tout. Non, j'ai tout légalement. Non, mais c'était un super match. C'était hyper intéressant. Après, le Bayern est monstrueux. Franchement, je vois pas comment on peut les battre. C'est le favori, par exemple, pour la Ligue des Champions, indépendamment de la Bundesliga. Mais ils sont tellement forts. C'est-à-dire qu'hier, ils prennent 2 buts en début de match, ils ne s'affolent jamais, les mecs. Jamais. Ils reviennent à 2-2, et puis à la fin, ils tuent le match. Comme si c'était facile, voilà. Comme si c'était des juniors qui jouaient contre des cadets, quoi. Tu vois, une différence de niveau. Un avis sur l'opposition Lewandowski-Haaland? C'était imparable hier, le Bayern. Parce qu'effectivement, ils ont mis 2 buts. Enfin, le Borussia Dortmund a mis 2 buts en moins d'un quart d'heure, je crois. 9 minutes, je crois. 10 minutes. Et on savait tous que ça allait finir par une victoire du Bayern, comme d'habitude, lors de ces classiqueurs. Et le Bayern, pour le coup, a un mental, a une sérénité, a une expérience. Ils ont un socle qui leur permet de se reposer sur des acquis, chose qu'ont très peu de clubs aujourd'hui en Europe, et ça en fait l'un des favoris à la victoire finale en Ligue des Champions. Mais je trouve qu'ils sont quand même moins impressionnants que l'année dernière. Ils ont quand même beaucoup plus de trous d'air et ils sont prenables. Ils sont pas aussi invincibles que l'année dernière. L'année dernière, c'était vraiment un rouleau compresseur. Là, on sent qu'il y a des espèces de décompression qui peut leur coûter très cher en Ligue des Champions. Alors, l'autre favori de la Ligue des Champions, c'est évidemment Manchester City. Défaite surprise des Citizens hier contre Manchester United. Les Mancuniens ont brisé cette série de 21 victoires de rang. Est-ce que vous avez été, comme moi, un peu déçu par la prestation des joueurs de Guardiola, qu'on imaginait un peu mieux face à une équipe de Solskjaer qui est pas mal, mais pas non plus... Évidemment, oui, parce qu'ils ont perdu, mais ils peuvent pas tout gagner non plus. Je terminais le livre d'Arsène Wenger ce week-end. Bon, et là, belle lecture. Et les Invincibles, son équipe des Invincibles en je sais plus quand. Là, ils allaient pas... 3, je crois, non? Ouais, mais d'ailleurs, je crois qu'ils perdent le tout dernier match de la saison. Ils allaient pas tout gagner. Mais moi, ce que je retiens de ce match, c'est pas la défaite de City, c'est la victoire de United, et surtout, moi, le travail de Solskjaer. Je trouve que c'est un super coach tu vois, il n'aime pas Pep. Alors attends, il n'aime pas Pep. Il n'aime pas nommer Solskjaer. Il fallait me prévenir avant, j'aurais changé ma fiche. Moi, je trouve que c'est un super coach parce que c'est un bon exemple de coach qui tire le meilleur potentiel de ses joueurs, de son équipe. Il n'y a pas de star à United. Il y a Bruno Fernandes, il y a Pogba, il y a Martial. Là, Benjamin, j'étais d'accord avec toi, mais là... Il n'y a pas de star à United, quand même. C'est Cavani, Rashford, ils en ont. Cavani, à Paris, on lui jetait des cacahuètes. Et maintenant, c'est une star à United. À Paris, on lui jetait des cacahuètes. Arrête de dire n'importe quoi. Il y a des stars à toutes les lignes, pareil. Alors attends, puisqu'on parlait de jeu et que les mots magiques aujourd'hui, on est tous. C'est un super coach quand on dit quoi? Repartir de derrière, pressing, possession. Et ben Solskjaer. Ils sont partis derrière hier. Solskjaer, justement, Solskjaer, là où il m'intéresse, c'est que c'est un coach qui ne prône pas ce jeu-là
stérile qui m'insupporte. Pourquoi stérile? C'est tous les fils spirituels de Bielsa. Et ben lui, il fait pas ça. Et de Pep Genesio. J'ai compris ce qui est. Benjamin n'aime pas le foot. T'as me tenir sous le rugby. Écoute, Solskjaer, c'est un mec qui joue direct vers l'avant. Pas de chichi. Tu lances Martial, tu lances Rashford et ça gagne. Bravo. T'aimes bien les drops. Moi, bravo à lui. Je vais te dire ce qui m'a fait mal hier, c'est qu'un joueur comme Luke Shaw transperce. Le deuxième, c'est dur. Luke Shaw transperce toute la défense de City. Là, c'est du coaching. Franchement, j'ai le même physique que lui. Je cours aussi vite que lui. Il a transpercé tout City. Bravo au coach alors. Moi, ça m'a rappelé, tu sais, toute proportion gardée, parce que tout le monde va s'énerver, le PSG Monaco d'il y a quelques semaines. Non. Voilà, j'étais sûr que t'allais dire ça. Juste laissez-moi terminer. C'est juste. Je rigole. C'est juste que, en fait, Manchester City a eu le ballon tout le match. Ils ont essayé, ils auraient pu jouer 2 jours ce match, ils n'auraient jamais marqué. Et en face, United, ils auraient été radical, chirurgical dans les contres. Et franchement, c'était pas un grand match de foot. Mais en tout cas, Manchester United a bien défendu, a bien pressé. Est-ce que c'est pas l'équipe de l'année. Est-ce que vous trouvez pas? Je trouve que cette année, les chocs anglais sont super décevants. Il y a très peu de buts déjà. Non, très peu de buts, c'est très fermé. On nous vante toujours le dynamisme du foot anglais. Et j'ai l'impression que depuis qu'il n'y a plus de public, mais c'est morne pleine, quoi. Liverpool, c'est dur. Enfin, tous les gros chocs sont hyper décevants, je trouve. Et j'ai pas la réponse à ça. Et hier, c'est vrai que ça n'a pas été un grand match. Il y a peut-être le Covid qui joue aussi. On voit pas mal de championnats. On voit pas de gros chocs, sauf en Allemagne d'ailleurs. Mais que ça soit en Angleterre, il y a eu Atletico Real, je trouvais que c'était un meilleur match que City Manchester United. Alors justement, peut-être qu'on enchaîne Atletico, avec ça. on va dire c'est Alors avec encore un but pardon. Atletico, on s'amuse en regardant l'Atletico. Non mais je sais pas, sûrement on va me dire Solskjaer c'est un naze, mais Simeone c'est un génie parce que j'ai dit que c'était un meilleur match. Qui court dans tous les sens. C'était un meilleur match. Il y avait une opposition style comme hier. Atletico a regardé. Solskjaer est un bon coach, mais je vais pas mettre un poster de Solskjaer dans ma chambre, c'est sûr. Et toi Benjamin? Non plus, mais je le respecte depuis ce qu'il nous a fait avec le Paris Saint-Germain. Je l'ai trouvé. Le PSG lui a donné une carrière, Benjamin, à ce moment-là. C'est Kehrer qui fait n'importe quoi et derrière t'as Kimpembe. C'est le syndrome de Stockholm. Il n'y est pour rien du tout. Excusez-moi, vous êtes réducteur avec Solskjaer. Le mec, il arrive à utiliser les qualités. Sur l'Espagne. Il nous reste peu de temps. On parle pas de Tuchel. 10e match sans défaite. Non, pareil. Ça, c'est des coachs qu'on n'aime pas. On adore Tuchel ici, c'est pas vrai. On enchaîne avec 7 victoires, 10 matchs sans défaite. On enchaîne avec Zizou, l'Atlético Madrid, un partout contre le Real, avec encore un très beau but de. Contre Zizou, il aime pas Benjamin, ça lui parle pas. J'adore Yazid. Encore un très beau but de Benzema, de Karim Benzema. J'adore Yazid, j'adore Benzema. Quelle classe Zidane. Magnifique. Quelle classe Zidane, franchement. Benzema d'accord, mais moi je parle de Zidane, l'entraîneur. Un costard, tu veux dire? Non, mais parce que hier, franchement, il y a un penalty qui est volé et il calme tout le monde à la fin du match. C'est un grand coach et il va se barrer, ils vont perdre beaucoup le Real de Madrid, honnêtement. Moi, je veux juste dire ça, j'adore Zidane. Mais Benzema, très belle action. Ça, c'est vrai. Le petit 1-2 avec Casemiro, double contact et il finit bien pour son retour. Franchement, c'est pas mal. Là, on parlait de Griezmann tout à l'heure. Vas-y. On parlait de Griezmann tout à l'heure et je trouve que Benzema, il a aujourd'hui 2 Griezmann dans les jambes. C'est marrant parce qu'il parle de Griezmann, j'ai pas pu lui répondre et il veut que je lui réponde. Voilà. Moi, Griezmann, je suis fan. Mais si on enchaîne avec les dernières rumeurs du mercato, les agents de David Alaba, Steve Nadjar à RMC, d'accord. Ok. Tu crois pas si bien dire. S'il vous plaît. Dont un certain Pinizavi aurait rencontré Johan Laporta selon le journal AS. Écoutez bien ça. Le défenseur du Bayern Munich arrive en fin de contrat. Il demanderait un virement hebdomadaire de 450 000 € par semaine sur 5 ans. Est-ce que Laporta doit y aller? Gareth Bale, c'est $700 000 par semaine. Hors sujet. C'est tout. Non mais c'est tout. Non mais excuse-moi. À la bas priorité du Barça. Il a démenti Laporta juste avant l'émission. Mais il a démenti ce rendez-vous. Mais quand tu déments, ça veut dire que il y a des contacts. J'ai lu à la bas à Paris aussi. Ouais. Moi je trouve que c'est un super joueur. Fausse bonne idée à la bas pour moi. Pour moi, bonne idée pour rien. On tourne parce qu'on en a quelques. Quand t'es à Barcelone et que t'as pas de défense, c'est une bonne idée. Tu préfères Umtiti l'anglais? Non, le pauvre malheureusement non. On enchaîne. Selon le magazine Kicker, Kingsley Coman aurait rejeté une offre de prolongation du Bayern Munich sous contrat jusqu'en 2023. L'attaquant français de 24 ans aurait reçu une belle offre de Manchester United selon le média allemand. Il est en Bavière depuis 2015. Si vous étiez Coman, est-ce que vous iriez poursuivre vos débordements sous d'autres contrées? Avec Solskjaer? Bah non, évidemment que non. Pas du tout. Non, mais tu peux pas quitter le Bayern. Au Bayern, il peut faire une Ribéry et gagner des titres. Tu quittes pas le Bayern, qui est le meilleur club d'Europe. 6 buts en 27 matchs. En plus, Coman, c'est quelqu'un de très problématique dans le sens où
dans le sens où il est déjà apparu dans la rubrique des faits divers. Et en Allemagne, le Bayern le protège. En Angleterre, ça serait une proie extraordinaire. Et pire que Meghan et Harry. Annoncé un peu partout en Europe, Erling Haaland pourrait finalement rester en Allemagne, mais pas forcément à Dortmund, messieurs. L'entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, a déclaré ce week-end, après le classiqueur justement, que voir débarquer l'attaquant norvégien un jour au Bayern Munich était possible, même si, ajoute-t-il, tout cela est très lointain. Si vous étiez dans le board du Bayern Munich aux côtés de Uli Hoeneß, est-ce que vous mettriez un petit paquet pour payer Haaland cet été? Évidemment. Un immense oui. Évidemment. À côté de Lewandowski, on fait un duo de choc. Oui, là, il y a de la qualité là, ouais. Mais Lewandowski, il a quel âge? Il a 35, non? Moins. 34, 33. 33. Il faut commencer à penser à la suite. Ouais, après ça change tous les plans du Bayern. Là, ils ont un système bien défini. Ils jouent pas avec 2 attaquants et donc ça les ferait bouger. Dans un an. On me dit 32 ans. Louis me dit 32 ans pour Lewandowski. Moi, Lewandowski, je le garde, c'est une garantie. Et Haaland, pour l'instant, c'est juste une promesse. Même si c'est une très très belle promesse, mais je préférerais le voir ailleurs dans un autre championnat. Alors, on termine avec l'agent de Leonardo Bonucci qui souhaiterait, selon plusieurs Italiens, placer son client auprès du Paris Saint-Germain cet été. Si vous étiez Leonardo, est-ce que vous chercheriez le 06 de l'agent du défenseur italien qui est âgé quand même de 33 ans? Non, merci. Non, merci. Non, merci aussi, ça va aller. C'est mon tour. Non, mais bon, après, ça... Je rigole. Non, merci, pas du tout. Messieurs, on enchaîne avec les coups de cœur et les coups de gueule. Il nous reste quelques secondes avant le quiz. This is your compliment. Bravo. Benjamin, un coup de cœur, un coup de gueule. Coup de cœur, le Red Star. D'accord. Voilà. C'est tout. Okay, c'est bon. Tout. T'as rien préparé, quoi. Le Red Star, tu rigoles ou quoi? Le coup de cœur, c'est le documentaire de Canal+ hier soir. Sur Michel Platini, dernier romantique, magnifique parce qu'on voit que c'est toujours les mêmes histoires en fait. Toujours est-ce qu'on peut jouer sans Platini, est-ce que machin. Donc j'ai adoré. C'est que vous avez dit ton nom d'ailleurs. Toi non plus, t'as rien préparé, mon pote. Si, et mon coup de gueule, c'est l'OM. Voilà. Alors là, toi t'auras pas ton salaire, toi, mon pote. Moi, mon coup de cœur, c'est sur un joueur du Barça. Pedri, je trouve qu'il est super classe et il a 17 ans, c'est sa première saison en pro, c'est le chouchou de Messi et quand on est le chouchou de Messi, ça veut dire qu'on a quand même pas mal de talent dans les jambes et je sais pas, j'aime le voir jouer. Et ton coup de gueule? Et mon coup de gueule, c'est Samuel Umtiti parce que Samuel Umtiti. Non, parce que Samuel Umtiti, il est champion du monde, il aurait pu se faire opérer, il s'est pas fait opérer et aujourd'hui, il fait vraiment pitié quoi. C'est très dur de passer. Faut qu'il revienne en France. Il faut qu'il revienne à Nice ou à Brest, à Bordeaux. Messieurs, il nous reste 2 minutes et c'est l'heure du quiz. Préparez-vous. Alors, puisque tu me lançais une perche, Alex, Canal+ diffusait hier soir son documentaire, il a préparé Platini, le dernier romantique. On va tester vos connaissances sur Platoche. Oh non. Un petit générique peut-être, Louis? Là, je voulais gagner au foot. Non, c'est pas ça. Dans quelle ville? Non, alors évidemment, le lot à gagner, c'est le nouveau SoFoot que tout le monde. On peut pas avoir des débats contemporains, les gars. Là. Le nouveau SoFoot. Dans quelle ville? Je vais repartir avec. Est né Michel Platini. Non, monsieur. Ah putain, il est né où? Metz. Non. Jeuf en Meurthe-et-Moselle. Ouais, mais oui. Ok. Quel club a recalé Michel Platini? Une petite musique de fond, s'il te plaît, Louis. Metz a recalé à l'âge de 17 ans. Pourquoi? Metz, parce qu'il était trop petit, trop frêle physiquement. Après un test de capacité respiratoire, il avait du mal à se dans le. Il n'avait pas une dimension athlétique folle. Scandale. Comme Casanova avec JPP, vous avez vu la vidéo de Papa Intrapet, tu la connais cette vidéo. Profession buteur, tu l'as jamais vue? Jamais. Génial. Michel Platini bossait avec un. C'est mieux. Oh là là, Michel Platini bossait avec un gardien après les séances d'entraînement à Nancy. Comment s'appelait ce gardien? Je peux le savoir ça. Patrick Balkany. Je peux le savoir ça. Pourquoi? Normalement ça c'est une sortie de route ça mon pote. Ta carrière est finie à toi. C'est son surnom. Moumout. Ah, Jean-Michel Moutier. Jean-Michel Moutier. On y va, Papi. Ça fait 1-1-0. C'est ça, 1-1-0. C'est bon. 1-1-0. Un partout. Oui, un partout, 1-1-0. Okay. En mars 76, il marque son premier but en sélection sur coup franc après avoir soufflé la place à un joueur avec son consentement, bien sûr. Qui est ce joueur? Je me rappelle plus. Connu. Qu'est-ce que c'est question? Moi très sincèrement, Steve, t'es vraiment un salaud. Voilà, non mais enfin, il faut que l'invité se mouille un peu, il y en a marre. J'ai pas vu le doc. J'ai pas le doc, j'ai pas Canal, ça marche plus. J'ai pas vu. Mais c'est bien du doc, j'ai cru que ça allait être Henri Michel. Henri Michel, je l'avais. Il dit tu me donnes la balle, je la marque. Et il marque. C'est 0. Avant de signer à la Juve, le meneur de jeu est à 2 doigts de franchir les Alpes en 1978 pour signer dans Milan. Naples. Inter.
Inter. Non, Milan, Inter, 2-1. Combien de sélections en équipe de France? 44 buts, Stéphanie Vache. 78. Non, pas loin. 79. 87. Le juste prix, 72, c'est toi qui gagne. Allez, papy, on y va. Alors, on va pas se laisser faire. Le SoFoot, il est là, je te le dis. Combien de buts? 40, pour le souk, 46. 44. 41. 41 double. Quel faillot, celui-là, il veut bosser à SoFoot. Je l'ai dit. Il veut bosser à SoFoot, le mec. Combien sur coup franc? Ce sera la dernière question. 9. 16. 18. 11. Ok. Donc c'est pas. Allez, papy, il est là. Victoire de Benjamin Classico, c'est fini. Oui, mais faut qu'il se calme quand même. Il est là, papy. Sans avoir vu le doc. C'est la propre. Javier Dos Santos, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle qu'on peut retrouver ce nouveau numéro de SoFoot dans tous les bons kiosques et sur abonnement bien sûr sur votre site sofoot.com. On se retrouve lundi prochain à 21h. En attendant, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur notre appli, mais aussi en vidéo sur notre page YouTube. Likez, commentez, partagez, faites-nous donnez-nous vos commentaires, y a pas de problème. Tout de suite, la soirée continue en compagnie de Avenir Azoulay pour le Festival Oriental. Bonne soirée à tous et à lundi prochain.